Alors bonjour tout le monde, notre cours d'aujourd'hui s'intitule les listes. Alors on va voir comment manipuler plusieurs valeurs dans sein d'une même variable à l'aide des listes et plus spécialement les listes génériques. Bon, pour ce concept, on a déjà vu ce qu'on appelle les tableaux, donc où on rassemble sur une même variable, on rassemble un ensemble de valeurs. Donc, par exemple, soit un tableau qui s'appelle T, alors 3, 0, 2, 1, par exemple, donc où on a des entiers. Alors là, c'est un tableau des entiers. Donc, pour les tableaux, il s'agit de même principe. C'est une seule variable complexe où on regroupe un ensemble des éléments ou bien un ensemble d'entiers, un ensemble de valeurs, bien sûr, du même type. Alors pour le tableau, comment on les connaît tous, ils sont numérotés par des indices qui commencent bien sûr par 0. Alors pour ce tableau, donc il contient 5 ou bien 6 cases, donc où on peut les manipuler, on peut accéder à n'importe quelle case via son indice. Mais comme on le sait tous, ces tableaux ils sont un peu limités. Pourquoi? Parce que pour un tableau de 6 cases, on ne peut pas ajouter un 7e case ou bien un 8e case, d'accord? Donc, il n'est pas dynamique. Donc, il ne s'augmente pas, d'accord? Donc, si on essaie d'accéder à un indice hors de ce 5, automatiquement, il nous génère une erreur. Pourquoi? Parce que notre tableau il est limité. Donc, dès la réservation, on lui dit que, donc, par exemple, on s'échappe, on le réserve comme ça. Donc, int, crochet, puis t égale à nous, int, et puis, par exemple, 6. Alors là, j'ai déclaré un tableau de 6 éléments. Je ne peux pas avoir plus que 6 éléments. D'accord? Donc, c'est un tableau qu'on appelle statique. Statique, ça veut dire, donc, dès la création, on réserve 6, on peut utiliser que 6. Alors, bien sûr, il y a une méthode qui peut augmenter la taille de ce tableau, donc via l'allocation dynamique. On ne va pas traiter ce cas, mais on va voir une solution qui est plus adaptée, plus générique, d'accord, et qui nous offre pas mal d'avantages. Donc, ce sont les listes. Alors, par la suite, on va travailler avec ce qu'on appelle, avec une classe qui s'appelle liste. Alors, ces listes, donc ces listes, ils sont génériques, ils contiennent un type bien précis, donc on peut déterminer entre ces inférieurs et supérieurs. Par exemple, une liste des entiers, donc on le fait comme ça. Liste, c'est une classe, liste, et puis entre inférieur et supérieur, on met le type. Donc, qu'est-ce qu'on aura en ces types? D'accord? On sait cette liste. Ou bien carrément, les éléments, les valeurs qui vont être dans cette liste, ils vont être de quel type? Donc, pour le moment, ou pour cet exemple, ils vont être de type int. Alors là, je vais donner un nom à ma liste T par exemple, et puis égal à new list. De la même manière, int, et puis point virgule. Alors, ici, donc, comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de taille qu'on a définie dès le début. Pourquoi? Parce que ces listes sont plus ou moins dynamiques. On peut ajouter tant d'éléments qu'on veut, le temps qu'on veut. Donc, c'est pas la peine de savoir la taille de la liste au préalable, comme on faisait en tableau. D'accord? Donc, c'est très bien. Par exemple, si on a une classe où on sait bien la taille maximale de la classe, combien d'élèves au maximum il peut contenir, là, on peut carrément déclarer un tableau et puis sa taille maximale, ça va être par exemple 30. Par contre, si on a une liste où on ajoute des participants, on ajoute des éléments qu'on ne connaît pas le nombre au préalable, on ne connaît pas où il va s'arrêter, alors là, il vaut mieux utiliser ces listes génériques. Donc, on va passer directement à la pratique. Donc, pour commencer, je vais mettre ce console.jpg.
pour essayer d'arrêter la console. Alors là, je vais déclarer toute une liste générique. Par exemple, une liste qui va contenir que des entiers. Donc, liste, int. Alors, ma liste peut-être, ma liste, égale à new, liste, int, et puis entre parenthèses. Comment je peux manipuler cette liste? Donc, il suffit d'appeler la variable .add, et puis j'ai l'accès à cette méthode qui est add, qui permet d'ajouter un élément à la fin de la liste. Ok. Bon, il faut faire attention, donc avant de passer pour découvrir les différentes méthodes avec lesquelles on manipule les listes, donc il faut faire attention que pour cette première instruction, donc on peut carrément dire que il contient deux instructions. Une déclaration, d'accord? Donc on peut carrément le faire en deux stades. Une déclaration, ça veut dire on vient de déclarer une variable qui est vide pour le moment, qui ne contient ni adresse ni rien. Donc c'est une déclaration, ça veut dire qu'on veut créer une liste, mais ne pointe sur aucune liste. Par contre, la création d'une liste se fait via ce new. Donc c'est le cas pour les différents autres objets. Donc sans ce new, je ne peux pas manipuler ma liste. Ça veut dire que si je ne mets pas ce new, j'ai pas le droit d'accéder aux différentes méthodes de manipulation de liste, à savoir add, ainsi de suite. Donc, on va les découvrir par la suite. D'accord? Alors, il faut impérativement initialiser les listes avec ce new pour créer la liste, pour créer la réservation en mémoire. Donc, comme ça, je peux manipuler et puis accéder aux différents éléments de la liste. Alors, pour ce add, je peux par exemple mettre add 13. Je peux ajouter pas mal d'éléments. Donc, je peux mettre le add que je veux. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de taille bien définie qui va me limiter. D'accord? Et puis, pour afficher les différents éléments de la liste, il suffit de mettre une boucle, de faire une boucle. On peut carrément, par exemple, travailler avec ce for i égale i inférieur à quoi? Alors, bon, alors je connais pas la taille. Pour le moment, je sais bien qu'il y a 3 éléments. Mais si je veux avoir le nombre d'éléments, il suffit d'aller vers list.count. Alors, cette propriété, il permet de récupérer le nombre des éléments puisqu'on n'a pas une taille bien précise définie en préalable. Donc, tant que je mets add, ce count s'augmente, d'accord? Donc, premièrement, il est à 1. Donc, quand j'ai ajouté 13, il est à 1. Quand j'ai ajouté 20, il est à 2, ainsi de suite. Donc, ce count, il permet de compter les éléments qui existent dans cette liste. Alors, pour i de 0 jusqu'à ma liste.count, i++, je vais afficher, par exemple, chaque élément de la liste. Console.writeLine. Et puis, comment je peux accéder aux éléments de la liste? C'est exactement de la même manière du tableau. Alors, on utilise l'avantage des tableaux sans avoir à se soucier de la taille et se limiter par la taille des tableaux. Donc, il suffit d'accéder à un indice. Bon, pour pouvoir carrément faire le tour et afficher tout, donc il suffit de mettre un i qui va s'augmenter, qui va aller de i égale à 0, ça veut dire du premier élément, donc jusqu'au dernier élément qui est account moins. Alors, pardon, c'est pas readline, mais writeLine. WriteLine, ma liste. Ok. Donc, j'exécute. Bon, mes éléments, ils sont très bien affichés ici, chacun sur une ligne, 13, 20 et puis 17. Je peux à n'importe quel moment ajouter des éléments, modifier des éléments ou bien carrément supprimer des éléments. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, les listes, ce sont une sorte de tableau. Donc, on peut accéder à une liste. Donc, pour notre cas, la liste, il s'appelle ma liste. C'est ma liste.
Donc, il est sous forme d'un tableau. On a dit qu'il est d'un tableau qui n'est pas limité. D'accord? Et puis, si on ajoute, tant qu'on ajoute, il ajoute des cases avec nous. D'accord? Donc, c'est 13 pour l'élément 0. Pour l'élément 20 et puis 17. Pour l'élément 1 et puis pour l'élément 2. Donc, si on met un malist.add, par exemple, moins 1, automatiquement, il va partir pour ajouter un nouveau élément. Donc, dans la case suivante, d'accord? Donc, il va l'ajouter à notre liste, donc qui se ferme pas. D'accord? Alors, pour accéder à un élément et le modifier, par exemple, je veux accéder à cet élément pour qu'il soit modifié, je veux pas le 20 à la position 1, je veux carrément le changer et mettre peut-être un 0. Alors là, donc il suffit d'accéder comme s'il s'agit d'un tableau et c'est exactement la même chose. Ma liste de 1 égale à 0. D'accord? Donc si on veut soit afficher ou bien modifier, donc ou bien accéder à un élément de la liste, c'est exactement ça. Donc ça ressemble très bien à ce qu'on faisait en tableau. D'accord? Alors, là, je vais faire la même chose. Donc, je vais mettre la liste de 1 égale à 0 et j'exécute. Donc là, comme vous le voyez, donc à l'élément 0, à l'élément 1, 0, 1, donc on trouve qu'il est remplacé par ce 0. D'accord? Bon. Quelles sont les méthodes que je peux utiliser pour manipuler ces listes? Alors, il y a le add, il y a l'accès pour modification, peut-être pour supprimer un élément. Qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de mettre un remove. Alors, ma liste, point, remove, et puis, je peux peut-être supprimer 17. Et là, donc il va actualiser le count de cette liste automatiquement sans avoir recours à ce souci. Donc, directement, il a mis 13, 0. J'ai pas décrémenté le nombre des éléments de la liste. Ok, si j'ai l'indice et je veux supprimer par indice, donc il suffit de mettre, là c'est suppression par élément. Supprimer par élément. Si je veux supprimer par indice, donc il suffit de mettre le move at, et puis je compte 0, 1, 2. Donc le 17, il est à la deuxième position, bien la troisième, donc met un indice 2. Donc cette méthode va supprimer par rapport, par position. Bien sûr, par position, commençons par 1. Par 0, pardon. Si j'exécute, ça va donner le même résultat, la même chose. Alors 13, 0, mais la place de 17, elle est supprimée. Donc, au lieu de faire donc ce qu'on faisait en tableau, carrément de chercher peut-être l'élément, de l'écraser par les éléments qui suivent et de décrémenter le count ou bien le nombre des éléments qui sont sur le tableau, là, on liste, donc on peut facilement manipuler et faire tout ça donc via les méthodes qui sont prédisposées, qui sont là, d'accord? Il suffit de les appeler correctement. Ok, donc ajouter, modifier, supprimer, donc on va maintenant donc peut-être chercher des éléments. Pour cela, je vais peut-être carrément ajouter d'autres éléments, 19 et puis 7 par exemple, 20. Alors, si je veux, par exemple, chercher un élément de ma liste, donc il suffit de mettre console, ou bien carrément là, je vais mettre ici élément cherché, deux points, ma liste, point. Il y a la méthode indexOf. IndexOf. Qu'est-ce qu'il retourne?
il retourne l'indice de l'élément cherché. L'indice de l'élément cherché. D'accord. Si on cherche par exemple 17, il va nous donner son indice dans le tableau. L'indice de l'élément cherché, c'est -1. D'accord? Pardon? Pourquoi? C'est pas -1. Ah, pardon. Donc 17, il n'est pas sur la liste parce qu'on l'a déjà supprimé via cette méthode. Alors, je vais commenter ça. Alors là, c'est son indice, c'est 2, 0, 1, puis 2. Alors, si on veut par exemple chercher 20, là, on a 2 20. Là, le premier, il est écrasé. Je vais commenter ça. Alors, pardonnez-moi, je vais améliorer l'affichage de cette console. Alors, là, l'indice de l'élément cherché, donc l'indice de l'élément 20, c'est 1. Parce que donc 13, il est en 0 et 20, il est en 1. Mais malheureusement, on a 2 20. Pourquoi il a choisi le premier? Donc tout simplement, IndexOf, il cherche les éléments. Une fois trouvés, il sort de la boucle. Il retourne le premier, l'indice trouvé. D'accord? Donc si on veut chercher le dernier indice, alors là, il existe une deuxième méthode qui s'appelle last index of. Dernier indice de l'élément cherché. Alors là, au lieu de index of, c'est last index of. Alors last index of, c'est 5. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis le cinquième, c'est 20. D'accord? Donc il a trouvé le premier en 1 et puis il a trouvé le dernier en 5. Alors on peut même utiliser une méthode qui s'appelle contains. Alors qu'est-ce qui permet de faire ce contains? Il nous dit donc, est-ce que l'élément trouvé, oui ou non? Alors là, pour cette méthode, il nous retourne un booléen. Donc, ma liste contains. Donc, ça veut dire contains, ça veut dire est-ce que ma liste, il contient cet élément ou pas? D'accord? Alors, contains, par exemple, je vais chercher le 18. Donc, il va pas me dire la position, mais il va m'afficher un true ou false. D'accord? Donc, élément trouvé, true. Ça veut dire qu'il a trouvé l'élément. Alors, si je cherche, par exemple, -1, ou bien carrément, je vais chercher 7, qui n'est pas sur la liste, là, il va me retourner false, ça veut dire il ne l'a pas trouvé. Alors, je vais revenir vers ces index et last index of. Alors, si jamais il ne trouve pas l'élément, qu'est-ce qu'il va afficher? Alors là, je vais remplacer ces éléments par 7. Au lieu de chercher 20, il va chercher 7 et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, tout simplement, s'il ne le trouve pas, donc il retourne à -1. D'accord? Donc, pour index of, il retourne -1 s'il ne le trouve pas, et s'il le trouve, il retourne la position exacte. Pour contains, il retourne true s'il le trouve et false s'il ne le trouve pas. Donc chacune a sa propre utilisation. Alors, là, j'ai une dernière méthode peut-être, malist.sort. Là, je vais l'utiliser pour des listes, bon, cette méthode, il est utilisée pour vraiment les types qui sont primitifs, qui connaît comment il va les trier. Sinon, si on met là un autre type ou bien carrément un objet d'une classe personnalisée, là c'est il nous faut un autre traitement, donc on va voir par la suite. Alors, donc si vous le remarquez, donc l'ordre de mon tableau, il est changé. Donc, j'ai commencé par 13, 20, 17, 18, 19 et 20. Donc là, il m'a trié ma liste.
Donc, il est à 13, 17, 18, 19, et puis les deux 20, ils sont à la fin. Ok, si je veux trier dans l'autre ordre, donc ma liste, point reverse. Je peux trier en ordre croissant, et puis reverse, ça, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il permet de faire? Il renverse l'ordre. Donc, ce qui était en premier, il devient en dernier. Ce qui était en dernier, premier, il devient en premier. C'est l'effet miroir qu'on a vu dans les exemples précédents. Bon, je pense qu'on y est. Donc, pour la majorité ou bien carrément les principales méthodes des listes, donc on l'a déjà vu donc par cet exemple. Bon, pour le moment, je vais passer directement aux listes génériques qui peuvent contenir carrément des objets d'une classe personnalisée. Pour ce, je vais commenter ça. Alors, pour la classe, j'ai préparé une petite classe donc où on a deux propriétés, deux attributs nom et âge, les propriétés d'accès de nom et âge, et puis un constructeur d'initialisation. Bon, ce que je vais faire, c'est carrément créer de la même manière une liste, cette fois qui va contenir non pas des entiers, mais des personnes. Liste personne égale à new list personne. Alors, comment manipuler cette liste? Bon, pour ajouter des éléments à cette liste, il suffit de mettre add. Bien sûr, comme étant la liste est vide, je ne peux pas accéder à l'indice 0. D'accord? Donc, je dois faire un add. Alors, add, qu'est-ce qu'il attend? Il attend de moi, donc, une personne item. Donc, il attend une personne, un objet personne. Donc, je n'ai pas encore préparé un objet personne. C'est pour cela que je vais créer une personne P1 égale à new personne. Je vais utiliser le constructeur par défaut. Par exemple, là, c'est LV. Et là, l'âge, c'est par exemple 13. Alors, je vais copier ça pour ajouter une deuxième personne. 2. Là, c'est Benami. Et 19. Je peux ajouter la liste des personnes, donc via add P1. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que la liste, il contient des personnes. Donc, qu'est-ce qu'on doit ajouter dans cette liste? Puisque la liste, elle est générique, ça veut dire qu'on doit avoir le même type sur toutes les cases. Donc, là, il va attendre une personne. Là, j'ai créé un objet personne et je lui ai ajouté cet objet. C'est de la même manière, je vais ajouter une deuxième personne P2. Alors, si on n'a pas besoin de ces objets ou bien de ces personnes qu'elles soient déclarées explicitement comme ça, on n'a pas besoin de ce P1, on n'a pas besoin de ce P2. Donc, on peut carrément ajouter à la liste une personne en la créant. D'accord? Donc, directement, on peut mettre add new person. Alors là, je vais définir la personne puisque je ne vais pas l'utiliser ailleurs. Donc, l'objet, il est là, mais je ne veux pas la référence de cet objet. D'accord? Pour y accéder, il suffit d'accéder à liste personne de 0,1. Et puis là, c'est la position 2. D'accord? Ce n'est pas la peine de carrément lui donner un nom et puis le définir explicitement. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre, je ne sais pas, Hilal, par exemple. Alors, pour parcourir la liste, c'est de la même manière. For int i égale à 0, i inférieur à liste personne.count i plus plus. Console.writeLine, je vais procéder de la même manière. Et puis,
mes éléments, ils sont dans la liste personne. De quoi? De i. J'exécute. Là, qu'est-ce qu'il donne? Il donne le nom du namespace, le nom de mon projet, et puis le nom de la classe. Pourquoi? Bon, on a déjà vu ça. On a dit que pour une classe, si on ne définit pas la méthode toString, automatiquement, il va chercher son nom, sa définition, et puis il l'affiche au lieu de ce toString. Parce que en étant sur console.writeLine, il appelle implicitement à toString de l'objet. Pour les entiers, ça n'a pas posé de problème parce que, bon, un entier, toString, donc il nous donne carrément un seul élément, un seul nombre, pas de problème, il l'affiche directement. Mais pour la personne, il connaît pas qu'est-ce qu'il va afficher, il connaît pas ses attributs, il connaît pas qu'est-ce qu'il va afficher, qu'est-ce qu'il ne va pas afficher. Alors, c'est à nous de définir une présentation de personne. C'est pour cela, on va mettre public, override, string to string. Là, je vais définir une présentation de la personne. Je peux choisir un seul attribut à afficher comme je peux. Bon, je peux personnaliser l'affichage comme je veux. Par exemple, je veux nom de point suivi de âge, de point et puis âge, par exemple. Alors là, j'ai rien changé en programme, mais je vais mettre start. Donc, automatiquement, il a appelé toString défini dans la classe personne. D'accord? OK. Bon, il y a cette méthode pour parcourir la liste des personnes. Donc, il y a une autre méthode qu'on peut, avec laquelle on peut parcourir la liste des personnes. C'est forEach. Donc, sans utiliser les i, sans utiliser les indices. Donc, on va utiliser les objets. Alors là, forEach, alors on connaît bien que la liste, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des personnes. Alors, je vais lui dire pour chaque personne, personne qui existe dans ta liste, je vais lui donner un nom, n'importe quel nom, par exemple, pers. Bon, la liste, comment il s'appelle? Liste personne. Pour chaque personne qui existe dans la liste des personnes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, par exemple, afficher ces personnes. Console.writeLine. Alors, au lieu d'accéder via l'indice, je vais afficher tout simplement ce pair. Tout simplement, il va donner le même résultat. Alors là, je m'explique un petit peu. Alors là, on a dit que notre liste n'est qu'un tableau qui contient plusieurs éléments. Donc, quels sont ces éléments? Ce sont des personnes. Là, c'est un objet personne. D'accord? Donc, il y a un nom, âge. Là, c'est une autre personne qui a nom, âge, et bien sûr les autres méthodes. Là, c'est une autre personne qui a nom, âge, et les autres méthodes. Donc, dans mes cas, ce que je trouve? Je trouve des personnes. Là, ce sont des personnes. D'accord? Donc, alors, bon, on a dit qu'il y a pas mal de méthodes pour accéder aux éléments de la liste, soit via les indices. Donc, ça veut dire que je vais parcourir via for i int i égale à 0, i inférieur à ma liste.count et plus. Alors là, je parcours via les indices. Donc, ça veut dire que je veux accéder via cet indice. D'accord? Sinon, je mets le forEach. ForEach, ça veut dire pour chaque personne qui existe dans cette liste, ForEach personne, c'est la classe. Je l'ai appelé pers in ma liste personne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, pour cette boucle, bon, pour la première itération, donc la personne sur laquelle il va pointer, c'est la première personne. D'accord? Donc, comme ça, il va l'afficher via console.writeLine pers. D'accord? Donc, pers, ça va prendre le premier élément. Donc, pour la deuxième itération, automatiquement, il va pas pointer sur le premier, il va pointer sur le deuxième. Donc, pers va prendre le deuxième élément, d'accord? Donc, pers va être écrasé par
la personne qui est en deuxième position. Et puis, pour le troisième, de même, donc il va être écrasé par le troisième, d'accord? Donc, ce for each, il permet de faire une boucle, d'accord? De telle façon, chaque itération, Perls va prendre une personne de la liste. Alors, on a vu add, on a vu l'affichage, le parcours. Bon, pour la modification, donc on peut carrément écraser une personne par une autre. Comment ça? Donc, il suffit, bon, je vais faire cette manipulation ici, comme ça, on va pouvoir l'afficher via la boucle. Liste personne 2, je peux accéder via l'indice. Par exemple, je vais accéder à l'indice 1, par exemple, et puis je vais une autre personne. Peut-être je vais l'écraser par P1. Ça veut dire, bon, P1, normalement, il est à la position 0. P2, c'est la deuxième personne. Donc, c'est Benani, d'accord? Donc, moi, j'ai accédé à la première position, donc, ou carrément la deuxième, qui a l'indice 1, d'accord? Et je vais l'écraser, je vais écraser ce P2 par quoi? Par P1. Donc, comme ça, j'aurai P1 en première position et P1 en deuxième position, d'accord? Donc, j'écrase par personne. Là, je vois bien qu'il y a une duplication de la première personne. Pourquoi? Parce que on a écrasé celle de la deuxième position par P1 qui est LFI. Ok. Index of et puis les autres méthodes. Donc, on a vu index of, last index of, contains. Donc, on va commencer par ces méthodes avant de passer à remove. Ok, je vais tester. Donc, je vais faire console.list personne point index of et puis là je vais chercher une personne. Alors là je vais commenter ça, je vais chercher par exemple P1. Alors indice de l'élément cherché 0, très bien. Alors si je veux chercher ce Hilal, comment je peux le chercher? Bon, est-ce que je dois carrément créer une personne P peut-être qui va s'appeler, qui va prendre les mêmes valeurs que ce Hilal, par exemple, comme ça. Et puis, je vais lui dire, tu me cherches ce P. Pardon, il y a un point virgule qui manque ici. Là, il n'a pas trouvé ce Hilal, sachant qu'il est bien sur la liste. Pourquoi? Alors, normalement, cet index of, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il teste. Bien, le test, il est fait sur les adresses et non pas sur les éléments, bien les attributs de la personne. Je m'explique. Alors, bon, pour bien comprendre le comportement de ce résultat, du résultat, enfin, index of, donc, on va voir donc un petit zoom sur l'adressage et comment sont stockés les éléments en mémoire. Alors, supposons que j'ai ma liste où j'ai 3 personnes. Bon. Ok, le premier c'est Halawi, et le deuxième c'est Benani, et le troisième c'est Hilal, par exemple. Alors, cette personne qui s'appelle Halawi avec avec un âge, les différentes autres propriétés, donc Benani, et puis avec son âge, Hilal, avec son âge, là ce sont des objets qui sont stockés quelque part dans la mémoire. Alors, avec des adresses, par exemple, celui-là, il est stocké sous l'adresse, je ne sais pas, d'accord, sous cette adresse. Alors là, ce qui est stocké en fait dans la liste, c'est l'adresse de cet élément. D'accord? Là, par exemple, il est sous l'adresse 3421. Là, c'est une autre adresse, 3433F par exemple. 3433F par exemple. D'accord? Alors là, c'est l'indice 1 et puis là, c'est l'indice 2. Alors, comment ça marche? Donc, si je fais carrément, je crée une personne P avec un new personne,
même si je lui donne les mêmes propriétés, les mêmes valeurs qui sont déjà dans mes objets, les objets qui sont dans la liste, qui figurent dans la liste, je pense 16. Alors là, c'est une nouvelle adresse, ça veut dire qu'il va créer tout un autre objet où il a comme valeur Hilal, et puis l'âge c'est 16. L'âge c'est 16. Alors bien sûr avec une autre adresse, donc quand on met new, ça veut dire qu'on va créer une personne, un objet avec une nouvelle adresse. Une nouvelle adresse, par exemple, cette adresse. D'accord? Alors quand j'appelle ma liste .indexOf, qu'est-ce qu'il fait? IndexOf, mon objet P. Alors, il compare l'adresse de cet objet P, d'accord, donc qui est par exemple 1112, donc il va le comparer avec les adresses qui existent sur ma liste, d'accord. Donc, c'est vrai qu'ils ont les mêmes valeurs, mais donc bien sûr, ils ne sont pas stockés dans les mêmes adresses. Donc, chacun est stocké dans une adresse différente. Alors, pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas, pour lui, deux objets se comparent par leur adresse. Il n'a pas d'autres moyens pour exprimer, pour dire où les objets doivent être égaux ou ils ne doivent pas être égaux. Alors, c'est à nous de définir, puisque c'est un objet, ce sont des objets personnalisés, c'est à nous de définir quand est-ce que je peux dire que P1 égale à P2. Alors là, on a déjà vu donc, dans le cours précédent qu'il y a une fonction qui s'appelle equals, d'accord, donc qu'on peut définir, donc qui est déjà sur la classe mère object et qu'on peut redéfinir sur les classes fit, d'accord. Alors cet objet, donc il permet de comparer deux personnes ou bien carrément deux objets de notre classe en comparant les attributs, d'accord. Donc il retourne true quand est-ce que, donc on doit lui dire quand est-ce que P1 elle est égale à P2 et quand est-ce que P1 il n'est pas égal à P2. Donc c'est à nous de décider. Et puis donc en se basant sur ce equals, notre index of, donc il cherche les éléments en se basant sur ce index of, d'accord. Donc si ce equals n'est pas défini, automatiquement il cherche par adresse. Donc, si elle est définie, donc il se base sur ce equals et puis il nous donne le résultat selon, bien sûr, ce qu'on a retourné, donc à partir de cette méthode. Alors, on va voir ça de plus près en pratique, qu'est-ce que ça va donner. Alors, on va partir donc, on va écrire public override bool equals et puis là, on va retenir, on va essayer de retourner true ou bien false. Donc, normalement, l'écriture de la méthode, on passe object en paramètre. Donc, on va lui dire que object n'est qu'une personne. Tu dois la voir comme étant une personne. Donc, object as person. Et puis, en retournant, on va lui dire quels sont, pour nous, les paramètres ou bien carrément les attributs qu'on doit comparer pour savoir est-ce qu'une personne est égale à une autre. Alors là, on compare le nom de l'objet actuel par rapport au nom de l'objet qui est en paramètre. D'accord? S'ils ont le même nom et ils ont le même âge, par exemple, ils sont en même âge, automatiquement, on peut dire que ces deux personnes, ils sont égaux. Sinon, on ne peut pas dire qu'ils sont égaux. Alors là, je vais refaire le test. Il s'agit de même personne P qui s'appelle Hilal et 16 et puis je vais le chercher, sachant que j'ai une autre personne dans une autre adresse qui s'appelle Hilal avec H16. Alors là, il a trouvé notre Hilal, il est bien à la position 2, d'accord? Donc, c'est le résultat voulu. Donc, ce index-of, il travaille en combinaison avec equals pour retourner l'objet, donc pour trouver un objet de notre classe, d'accord. Donc là, on définit comment on veut qu'il réagisse, d'accord. Alors, si par exemple, je change l'âge, et là, je lui dis qu'il suffit de comparer les noms.
Alors là, il l'a trouvé, même si notre Hillel, il a l'âge 16, et le Hillel avec lequel on cherche, il a 20 ans, d'accord? Donc quand même, il a trouvé que l'élément, il est à la position 2. Là, si on met CTRL Z, là, il ne va pas le trouver parce qu'on lui a dit que pour nous, deux personnes, ils doivent avoir même nom et ils auront même âge. Ok, donc il y a d'autres méthodes qui se reposent sur ce equals. Donc il y a la méthode contains, de même. Alors, élément, trouvé ou non. Élément trouvé. Alors, il suffit de mettre contains. Est-ce qu'il contient? Liste personne contains. De même, contains. Si on définit equals, ça marche très bien, d'accord, avec les attributs. Sinon, il va comparer les adresses. Alors, false, pourquoi? Parce ils n'ont pas même âge. Ils ne sont pas au même âge. Alors là, c'est true. Pourquoi? Parce que d'après ce qu'on a défini en equals, il peut travailler. Alors, la dernière des choses, c'est le move. Liste personne, .remove. Là, il y a le move at qui fonctionne de la même manière. Il suffit de lui donner la position de la personne qu'on veut supprimer. Sinon, le move, on peut lui donner carrément une personne. D'accord? Donc, de même, il travaille du même principe. Si on veut, par exemple, supprimer ce Hillel, alors... là, je dois créer ce Hillel avant le move et puis lui dire le move P. Par la suite, il ne va pas les trouver. C'est normal. Je vais commenter. Alors, le move P, ça veut dire qu'il a enlevé ce Hillel, sachant que ce sont deux objets différents, puisque ce Hillel, il est créé avec new et l'autre, il est créé avec un autre new, ça veut dire un autre objet, un nouveau objet. Donc, et ils ont les mêmes attributs et c'est tout. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, donc pour cette leçon. Vos questions sont les bienvenues, donc si vous avez des questions ou des difficultés quelque part, n'hésitez pas à me les envoyer. À la prochaine.